Victor Reeves se massa les tempes en fixant l'email de confirmation de leur voyage au Japon. 11 400 $. Pratiquement l'équivalent de 6 mois d'heures supplémentaires dans le cabinet d'architecture. Des week-ends entiers sacrifiés. Une planification financière rigoureuse. Mais pour les 40 ans d'Alison, cela en valait la peine. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. 21 ans de mariage les avaient usés, éprouvés. Victor s'était bâti une solide réputation comme l'un des ingénieurs en structure les plus respectés de Philadelphie, tandis qu'Alison avait transformé son petit passe-temps de photographe en un studio florissant. Leurs 2 enfants, Lily, 19 ans, et Noah, 16 ans, étaient devenus des individus à part entière, parfois même un peu trop indépendants. « Tu l'as réservé ?» demanda Alison en apparaissant dans l'encadrement de la porte, une tasse de café à la main, ses cheveux cuivrés attachés en un chignon négligé. Victor acquiesça, un sourire qu'il ne pouvait contenir aux lèvres. 2 semaines au Japon, Tokyo, Kyoto, Osaka, le grand tour. Victor ? S'étonna TL sincèrement. Ces dernières années, leur relation s'était refroidie. Leur conversation s'était réduite à des échanges logistiques, des plannings et des rappels. Ce voyage était la tentative de Victor pour raviver ce qu'ils avaient perdu. Vol en classe premium, hébergement 4 étoiles, et même une excursion photographique au mont Fuji, celle dont elle parlait depuis toujours. Alison posa sa tasse et déposa un baiser sur sa joue, le premier geste d'affection spontané depuis des mois. « Merci », souffla-t-elle simplement. Ce soir-là, Victor remarqua un changement en Alison. Elle souriait souvent à son téléphone, tapotant des messages sans arrêt. Lorsqu'il lui demanda, elle parla de retrouvailles prévues avec d'anciens amis avant leur départ. Le lendemain matin, pendant qu'elle se douchait, Victor découvrit un contact inconnu sur son téléphone, David R. Les messages firent geler son sang. « David, j'ai hâte de découvrir le Japon avec toi. Comme au bon vieux temps. Alison, Victor pense que c'est un voyage en famille. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. » Les mains de Victor tremblèrent. David Reynolds. L'ex-petit ami d'Alison à la fac. Le photographe qui lui avait tout appris. Celui qui était parti à Seattle après leur rupture. Apparemment, il était revenu à Philadelphie l'année dernière. Au lieu de la confronter immédiatement, Victor décida d'attendre et d'observer. Au dîner, Alison annonça qu'elle serait occupée à préparer une exposition pour sa galerie avant leur voyage. Lily, étrangement intéressée, proposa son aide au studio. Noah, quant à lui, restait absorbé par ses jeux vidéo, absent des échanges familiaux. Au travail, Russell, un collègue de Victor, remarqua son état. « Tout va bien ? Je croyais que tu étais emballé pour le Japon. » « Si, » répondit Victor en mentant, s'enfouissant dans les plans de structure du nouveau projet du centre-ville. À l'approche du voyage, Victor nota des conversations de plus en plus secrètes entre Alison et Lily. Des chuchotements qui cessaient dès qu'il entrait dans une pièce. Des sorties shopping sans sac en retour. Un intérêt soudain de sa femme pour le vocabulaire japonais qu'elle avait appris lors d'un semestre universitaire à l'étranger, un détail qu'elle n'avait jamais évoqué avant. Victor, fidèle à ses habitudes d'ingénieur, se mit à tout documenter avec rigueur. Des schémas de comportement commencèrent à émerger. Des soirées prolongées au studio. Des dépenses inexpliquées. Une froideur croissante à son égard, contrastant avec des conversations enthousiastes sur le voyage avec les enfants. Un soir, il la suivit. Au lieu de se rendre à son studio, elle se dirigea vers un complexe résidentiel chic du centre-ville. Par les fenêtres du hall, Victor la vit enlacer un homme grand, aux cheveux poivre et sel. David Reynolds avait bien vieilli. Blazer décontracté, lunettes de créateur, une allure toujours artistique. Ils disparurent ensemble dans l'ascenseur. Victor rentra chez lui et ressortit les relevés financiers familiaux. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix, Alison siphonnait les comptes communs depuis des mois. De petits montants, indétectables à l'œil nu, mais qui s'accumulaient. En un an, près de 30 000 $ avaient disparu. La trahison n'était pas seulement émotionnelle. Elle était planifiée, méthodique, à long terme.
Victor prit une décision capitale. Plutôt que de confronter immédiatement, il observerait, et il planifierait. L'architecte en lui savait qu'une bonne préparation était la clé. Il commença à transférer ses avoirs personnels vers des comptes privés, à consigner les irrégularités financières et à consulter discrètement un avocat spécialisé en divorce. 3 jours avant leur départ prévu, Victor surprit Lily au téléphone dans sa chambre. Maman dit que David est OK pour le lit jumeau, puis est-ce qu'ils vont le partager de toute façon? Papa n'y voit que du feu. Non, il pense encore qu'il vient avec nous. C'est l'anniversaire de maman, elle mérite d'être avec quelqu'un qui la rend heureuse. Le monde de Victor s'effondra. Ce n'était pas seulement sa femme, mais aussi sa fille qui était complice de cette trahison. Ce voyage, son cadeau, son sacrifice devenait le théâtre de l'adultère de sa femme, avec la complicité de sa propre fille. Cette nuit-là, Victor resta seul dans son bureau. La photo de famille sur son bureau lui sembla tout à coup être une moquerie cruelle. L'ingénieur calme et méthodique s'était éteint. À sa place, un homme déterminé, le regard dur, venait de naître. S'il voulait réécrire les règles de la loyauté familiale, il allait leur montrer ce que signifiait vraiment brûler les ponts. Chapitre 2, le message. Le message arriva à 4h37 du matin, alors que Victor se préparait pour une inspection de chantier matinale. Un texto de Lily, brutal dans sa cruauté décontractée. On a donné ta place à l'ex de maman, David. Il est plus fun. Maman ne savait pas comment te le dire. Désolé. Victor fixa l'écran. Un étrange détachement s'empara de lui. Un homme émotionnel aurait crié, supplié, exigé des explications. À la place, il sentit quelque chose se cristalliser en lui, une clarté froide, précise. Il répondit en 2 mots. Bien noté. Sur le chantier, Victor travailla avec une efficacité mécanique. À midi, il s'excusa, évoquant une urgence familiale. Premier arrêt, leur banque. J'aimerais discuter d'une activité inhabituelle sur notre compte joint, annonça-t-il au conseiller, en lui présentant les relevés documentés des retraits effectués par Allison. L'expression du conseiller passa de la préoccupation professionnelle à la compassion personnelle. Monsieur Reeves, je vais faire tout ce que je peux pour vous aider. En fin de journée, Victor avait sécurisé ses avoirs, gelé les comptes communs en attente d'une enquête pour fraude, et c'est ainsi qu'il lança un audit judiciaire de leurs avoirs communs. Ensuite, ce furent les cartes de crédit, toutes annulées, sauf une, dont le plafond fut drastiquement réduit. Il en aurait besoin plus tard, pour les preuves. Ce soir-là, Noah le trouva dans le garage, en train d'organiser ses outils. « Papa, pourquoi tu ne prépares pas tes valises? On part demain soir. » Victor fixa son fils, le regard chargé d'une méfiance douloureuse. « Toi aussi. Tu fais partie du plan? » « De quoi tu parles? » demanda Noah, visiblement confus. « Du plan de ta mère et de ta sœur. Celui de me remplacer sur ce voyage par David Reynolds. » Le visage de Noah se décomposa. « Quoi? C'est qui, David Reynolds? » Le doute n'était plus permis. Noah n'avait aucune idée. Il avait été tenu dans l'ombre. L'ex-petit ami de ta mère, apparemment. C'est lui qui prend ma place, sur le voyage que j'ai payé. Le choc de Noah se mua en colère. C'est dégueulasse. Maman sait que tu es au courant. Pas encore. Et tu ne lui diras rien. Mais, papa. Écoute-moi bien, Noah. Tu dois faire un choix. Soit tu pars en sachant ce qu'elles ont fait, soit tu restes avec moi. Dans tous les cas, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans cette famille. Le visage de Noah se durcit. Je ne vais nulle part avec des menteuses. Pour la première fois depuis longtemps, Victor sentit une étincelle de chaleur lui traverser le cœur. Un seul membre de cette famille avait encore choisi la loyauté. Une fois Noah reparti, Victor appela son avocat, Franklin Webb. Il faut accélérer tout. Et je veux que les serrures soient changées pendant leur absence. Victor, changer les serrures avant toute procédure officielle, c'est juridiquement discutable. Je suis seul propriétaire de la maison. Elle n'a jamais été à nos deux noms. Vérifie le titre.
Il y eut un silence au bout du fil. Tu as raison. Mais il y a des voies légales à suivre. Franklin, ils emmènent l'amant de ma femme en vacances. Vacances que j'ai payées. Les voies légales? J'en ai fini avec elle. Cette nuit-là, Victor attendit que tout le monde dorme. Il alluma discrètement l'ordinateur portable d'Allison. Son mot de passe Illinois 2003 n'avait jamais changé. En quelques minutes, il s'envoya toutes les communications entre Allison et David, des messages, des plans pour un rendez-vous au Japon, des conversations sur leur avenir commun. Mais le plus accablant, un courriel datant de 3 mois. David, j'ai sécurisé la majorité de ce qu'il nous faut. Victor ne soupçonne rien. Après le Japon, je déposerai les papiers. Les enfants s'adapteront. Lily t'adore déjà. Cette maison se vendra bien et nous offrira le nouveau départ qu'on mérite. Encore un peu de patience. Victor découvrit également qu'Allison avait consulté des annonces immobilières à Seattle, la ville où vivait David. Leur trahison n'était pas une pulsion. C'était une extraction planifiée. Le matin suivant, Allison et Lily s'affairaient à faire les valises, jetant de temps à autre des regards fuyants vers Victor. Lui, fidèle à sa routine, se contenta d'aider à charger les bagages dans la voiture. On devrait partir pour l'aéroport vers 16 h, dit Allison avec précaution. J'ai une réunion tard. Prenez ma voiture, le coffre est plus grand. Je prendrai un Uber. Elle parut soulagée. Il semblait ne rien soupçonner. Parfait. J'ai laissé l'itinéraire sur le comptoir. Avant leur départ, Victor embrassa Noah et lui glissa à l'oreille. Fais semblant. Je t'expliquerai tout plus tard. À Lily, il adressa une accolade mécanique. Profite du Japon. Prends beaucoup de photos. Quand Allison approcha pour l'embrasser, il lui tendit simplement la joue. Bon voyage d'anniversaire, dit-il, d'une voix glaciale. Une fois seuls, Victor et Noah s'assirent à la table de la cuisine. Et maintenant, papa? Victor ouvrit son ordinateur. Maintenant, on annule tout. Avec une précision chirurgicale, Victor contacta les compagnies aériennes, les hôtels, les agences de transport. En tant que titulaire de la carte et principal réservataire, il annula chaque réservation. Il invoqua des circonstances familiales imprévues. Il régla sans hésiter les frais d'annulation. Le voyage au Japon. 11 400 $, évaporé dans le néant numérique. Puis, il appela un serrurier. Le soir même, chaque serrure fut changée. Son téléphone vibrait sans cesse. Des messages paniqués d'Allison et de Lily. Elle venait de découvrir, au comptoir d'embarquement, que leur vol était annulé. Il ne répondit à aucun. Cette nuit-là, Victor rédigea un courriel détaillé, adressé aux clients et associés professionnels d'Allison. Il annonçait qu'elle prenait un congé personnel prolongé. Pour la remplacer, il redirigea tous les contacts vers ses concurrents. Chaque mot était soigneusement choisi, pas de diffamation directe, mais assez pour laisser son entreprise se faner lentement en son absence. Noah, témoin de la froide efficacité de son père, oscillait entre admiration et malaise. « Papa. Qu'est-ce qui t'arrive » Victor leva les yeux. Dans son regard brillait quelque chose de nouveau. D'inconnu. De dangereux. La clarté, mon fils. Une clarté parfaite. Pour la première fois depuis des années. Chapitre 3, en coulisses. Pendant qu'Allison, Lily et David s'efforçaient de sauver leur plan japonais, Victor lançait la deuxième phase de sa stratégie. Ses années d'ingénieur lui avaient appris une vérité, la démolition exige autant de précision que la construction. Noah, prépare ce qui est important pour toi. On déménage. Temporairement. Où ça? La propriété de Riverside. C'était son investissement secret. Un bien saisi qu'il avait racheté et rénové 3 ans plus tôt pour le mettre en location. Les locataires étaient partis le mois dernier. Il n'avait pas encore mis l'annonce. Une coïncidence ou une providence? À leur arrivée, Victor montra à Noah la maison modeste mais confortable. 3 chambres. Ta mère ne connaît pas ce lieu. Elle n'est pas sur le titre de propriété.
Je l'ai acheté avec l'héritage de ton grand-père. Noah siffla d'admiration. Tu prépares ça depuis longtemps? Non. Je protégeais simplement mes biens. Son visage s'assombrit. Mais maintenant, c'est notre refuge. Dès le lendemain, Victor contacta les compagnies de service pour la maison principale. Il réduisit les niveaux à un strict minimum, de façon à ce qu'elle semble encore occupée. Il engagea aussi une entreprise de sécurité pour installer des caméras à toutes les entrées. Franklin Webb arriva à la maison de Riverside avec des documents à signer. Tu avances à toute vitesse, Victor. Les tribunaux n'aiment pas les actions perçues comme vindicatives. Ce n'est pas de la vengeance, Franklin. C'est de la survie. Victor signa la demande de divorce. Motif, abandon du domicile conjugal et adultère. Tu as gelé les comptes ce matin? Oui. Tous les comptes et actifs communs sont temporairement bloqués, en attendant l'avis du tribunal. Le rapport préliminaire du comptable judiciaire corrobore tes soupçons de malversation financière. Noah, qui écoutait depuis le couloir, entra dans la pièce. Tu ne vas vraiment pas reprendre maman? Victor soutint son regard. Est-ce que tu me respecterais si je le faisais? Noah hésita. Non. Mais je ne t'imaginais pas aussi impitoyable. Moi non plus. Après le départ de Franklin, Victor reçut un appel de Russell, son collègue. Allison essaie de te joindre au bureau. Elle a l'air désespérée. Elle a parlé de vols annulés, coincés à Chicago. Russell, j'ai besoin d'un service. Le projet Palmer. On en avait parlé. Je veux l'accélérer. Le projet Palmer, un complexe de condominiums de luxe, où la firme de Victor avait été engagée pour l'ingénierie structurelle. David Reynolds venait d'être recruté comme photographe d'architecture. Une information glanée dans les emails d'Allison. Lancez ça maintenant? On en est à 6 mois minimum, Victor. Plus maintenant. Je veux une évaluation du site la semaine prochaine. Victor, qu'est-ce qui se passe? Une opportunité professionnelle. Rien de plus. Victor raccrocha. Puis, il consulta les images de sécurité de leur maison. Un serrurier tentait de forcer la serrure, sous le regard stressé de la mère d'Allison. Victor appela la police. Tentative d'effraction à mon domicile. Les officiers, après vérification du titre de propriété à son nom unique, escortèrent le serrurier et sa belle-mère hors de la propriété. Pendant ce temps, Noah était étrangement silencieux. Victor le surprit en train de fixer son téléphone. Lily m'a envoyé des messages, expliqua Noah. Ils sont à l'hôtel, à Chicago. Les cartes de crédit de maman ne fonctionnent plus et David n'a pas assez d'argent pour acheter de nouveaux billets pour le Japon. Ils se disputent à propos d'argent. Victor hocha la tête, l'air pensif. Le stress financier révèle le vrai visage des gens. Lily dit qu'il rentre demain. Elle veut savoir si tu es là. Dis-lui qu'on est chez Russell. Ne mentionne pas Riverside. Le lendemain, Victor reçut une notification. Allison avait tenté de retirer des fonds de leur ligne de crédit hypothécaire, une tentative qui échoua grâce aux mesures préventives financières que Victor avait mises en place. Quelques heures plus tard, elle tenta d'accéder à leur compte d'investissement, déclenchant immédiatement des alertes de sécurité. Le téléphone de Noah se mit à sonner sans arrêt, des appels répétés d'Allison et de Lily. Il répondit à certains, stratégiquement, entretenant l'illusion que lui et Victor logeaient chez des amis. Il rentre ce soir, rapporta Noah après un appel. Maman a l'air bizarre, comme étrangement calme. Le calme de quelqu'un qui prépare quelque chose, nota Victor. Elle a mentionné David? Oui. Lily dit qu'il est super compréhensif. Quoi que cela veuille dire. Victor vérifia une nouvelle fois les caméras de sécurité. La maison était toujours intacte, plongée dans l'obscurité, ses fenêtres closes ressemblant à une réprimande silencieuse envers une famille qui avait trahi celui qui l'avait construite. Ce soir-là, ils observèrent en direct, via les caméras, l'arrivée d'un taxi déposant Allison, Lily et David devant la maison. Leur confusion face aux nouvelles serrures céda rapidement la place à la colère.
Allison tambourina violemment à la porte, pendant que Lily faisait le tour de la propriété, scrutant par les fenêtres. David, lui, restait en retrait sur le trottoir, son langage corporel trahissant un profond malaise face à cette scène chaotique. Victor suivait leur panique grandissante avec un intérêt presque clinique, détaché. Quand Allison appela elle-même la police, Victor activa à distance les lumières extérieures et le système audio de la maison. La propriété fut alors inondée d'un flot de lumière vive et de musique classique, l'hiver, de Vivaldi, un morceau qu'Allison détestait tout particulièrement. Les officiers arrivés sur les lieux, ne trouvant aucun signe d'effraction, suggérèrent à Allison de contacter son mari au sujet des nouvelles serrures. L'un d'eux, remarquant David, lui demanda quel lien il avait avec la propriété. Les explications embarrassées qui s'ensuivirent furent capturées en parfaite clarté par les caméras de Victor. « Papa, ça devient sérieux », murmura Noah, fixant les images sur l'écran de l'ordinateur portable. Ils n'ont littéralement nulle part où aller. Ils ont l'appartement de David, répondit Victor, calmement. Le même appartement où ta mère passait ses soirées au studio depuis des mois. Comme si le destin l'avait écrit, le trio finit par retourner vers le taxi, abattu, se disputant visiblement même à travers le flux vidéo silencieux. Victor referma son ordinateur. Et ainsi se termine l'acte. Ça veut dire quoi? Demanda Noah. Cela veut dire que demain, nous allons commencer à leur montrer ce que coûte une trahison. Victor jeta un coup d'œil à sa montre. Les entrepreneurs arrivent à 7 heures pour commencer les travaux dans la maison. Quels travaux? Quels entrepreneurs? S'inquiéta Noah. Le sourire de Victor fut glacial. Une rénovation totale. Chaque surface choisie par ta mère, chaque détail qu'elle a sélectionné, tout va disparaître. Quand j'en aurai terminé, elle ne reconnaîtra même plus la maison qu'elle prévoyait de vendre dans mon dos. Noah fixa son père avec une expression nouvelle, empreinte de compréhension. Ce n'est pas juste pour punir maman, n'est-ce pas? Tu veux l'effacer. Pas l'effacer, Noah. La remplacer. Il y a une nuance. Victor posa une main sur l'épaule de son fils. Va dormir. Demain, tu comprendras encore mieux. Une fois Noah dans sa chambre, Victor ouvrit ses mains. Un message du comptable judiciaire l'attendait. Les conclusions préliminaires faisaient état d'un détournement financier systématique remontant à environ 18 mois. Le montant estimé s'élevait à 43 700 $. D'autres preuves montraient l'existence d'un compte séparé ouvert sous le nom de jeune fille d'Allison. Recommandation, action en justice immédiate. Victor transféra le message à son avocat Franklin, avec une simple instruction, procéder. La base de sa revanche était désormais solidement posée. L'architecte de la trahison allait découvrir que Victor Reeves ne concevait pas seulement des bâtiments, il dessinait aussi les conséquences avec la même précision, la même patience, la même implacable attention aux moindres détails. Chapitre 4, Retour en cendres. 3 jours après avoir été expulsés de leur domicile, Allison réussit enfin à joindre Victor par téléphone. Sa voix oscillait entre la conciliation et la menace. Victor, c'est puéril. On doit parler comme des adultes. Je suis d'accord. Mon avocat contactera le tien. Un avocat? Pas besoin d'avocat. Laisse-nous juste rentrer chez nous, et on pourra discuter calmement. Notre maison? La voix de Victor resta d'un calme glacial. Le titre de propriété n'a qu'un seul nom, Allison. Le mien. Un détail que tu semblais prête à ignorer au moment de la vendre. Un lourd silence. Tu allumes mes mains? Oui. C'est une invasion de la vie privée. Moins invasive que d'emmener ton amant en vacances familiales. Moins sournoise que de détourner nos fonds communs. Dis-moi, laquelle de ces violations est la plus grave selon ton échelle morale? Silence à nouveau. Les enfants ont besoin de leur maison. Noah est avec moi. Quant à Lily, elle a fait son choix. Comment se débrouille-t-elle avec le canapé-lit de David? La voix d'Allison se fit plus dure. Ça ne finira pas bien pour toi, Victor. Les tribunaux favorisent les mères, poursuivit-elle. Les tribunaux favorisent aussi les preuves documentées. J'ai 18 mois d'archives financières prouvant ton vol organisé.
des communications détaillant ton plan pour me dépouiller de ma propriété. Et une vingtaine de témoins pouvant attester de ta liaison. Quels témoins? Les réservations de dîner à ton nom, les hôtels, les vernissages où vous arriviez séparément mais repartiez ensemble. Les gens ont remarqué, surtout quand je leur ai demandé de se souvenir des détails. Pour la première fois, la peur se glissa dans sa voix. Qu'est-ce que tu veux? La justice, répondit Victor simplement. Rien de plus. Rien de moins. Laisse-moi au moins récupérer mes affaires. Mon matériel photo. Ton matériel a été acheté avec l'argent du couple que tu as détourné. C'est une pièce à conviction maintenant. Victor, je t'en prie. Mon avocat te contactera avant la fin de journée. En attendant, médite sur la vitesse à laquelle les fortunes changent. Un jour, tu planifies un voyage luxueux avec ton amant, payé avec l'argent de ton mari. Le lendemain, tu supplies pour récupérer les outils de ton métier. Victor coupa la communication. Noah, qui avait tout entendu depuis le couloir, murmura. Maman a peur. La peur est une réponse appropriée aux conséquences, répondit Victor en revenant à son ordinateur, où s'affichaient les plans de rénovation. Les ouvriers commencent à démolir son atelier demain matin. Noah jouait nerveusement avec son téléphone. Lily continue d'envoyer des messages. Elle dit qu'elle ne savait rien pour maman et David, jusqu'à récemment. Depuis quand? Il y a 3 mois, apparemment. Victor hocha la tête. Et pourtant, elle a contribué à organiser mon éviction du voyage, au lieu de me dire la vérité. Elle dit qu'elle voulait protéger le bonheur de maman, même si ça te faisait du mal. Une bien étrange boussole morale. Et la justice? La vengeance de Noah n'est pas impulsive, elle n'est pas alimentée par la rage aveugle. Non. Sa justice est émotionnelle. Sa justice est proportionnelle. Et cela se lit dans le regard vide et impénétrable de Victor. Le lendemain, comme prévu, Franklin Webb se présenta, les bras chargés de documents judiciaires. Le juge avait approuvé une ordonnance d'urgence, tous les biens matrimoniaux étaient gelés jusqu'à nouvel ordre. L'avocat d'Allison a demandé une audience d'urgence, annonça Franklin. Bien. Quand? Demanda Victor. Demain, à 14 h. Il faudra vous présenter. Victor acquiesça d'un hochement de tête. J'y serai. Franklin hésita un instant, puis reprit. Il y a autre chose. David Reynolds a déposé une plainte pour harcèlement. Il affirme que vous êtes intervenu dans son contrat professionnel chez Palmer Développement. Une surprise. Victor n'avait fait qu'accélérer le calendrier d'un projet sur lequel David était engagé en tant que photographe. C'est une interprétation créative, répondit Victor froidement. Peut-être. Mais combiné aux autres actions que vous avez entreprises, cela pourrait suggérer un schéma de comportement problématique. Victor acquiesça calmement. Je comprends. Autre chose? Oui. Le propriétaire du studio d'Allison a appelé. Votre équipe de rénovation a changé les serrures et lui a refusé l'accès au matériel destiné à ses clients. Victor répondit sans hésitation. Le bail du studio est à mon nom. Les paiements proviennent de notre compte joint. Les équipements qu'elle utilise pour ses clients ont été achetés avec des fonds communs. Elle a détourné ses ressources. Tout est documenté. Franklin soupira. Les tribunaux apprécient les mains propres, Victor. Même si ces actions sont peut-être justifiées techniquement, elles risquent de susciter la sympathie envers Allison. Victor leva les yeux vers lui. Je ne cherche pas la sympathie, Franklin. Je cherche la responsabilité. Après le départ de Franklin, Victor se rendit à la maison familiale pour constater l'avancement des rénovations. Les murs du salon avaient été mis à nu, réduits à leur ossature. La cheminée en marbre italien, que tenait tant à avoir Allison, n'était plus qu'un tas de gravats. Les placards sur mesure de la cuisine, soigneusement démontés, attendaient leur enlèvement. Le contremaître s'approcha. Demain, on attaque le studio comme prévu. Démolition totale, selon vos instructions. Parfait. Assurez-vous qu'aucun élément ne quitte les lieux sans inventaire. Je veux tout répertorier.
Alors qu'il quittait la propriété, un SUV noir se gara dans l'allée. David Reynolds en sortit, nettement moins assuré que lors de leur dernière rencontre, quelques semaines plus tôt. Reeves? Il faut qu'on parle. Victor le fixa avec un détachement glacial. Je n'ai rien à te dire. Ça suffit. Tu as fait passer ton message. Ah oui? Évaluation intéressante, venant de l'homme qui couche avec ma femme, dans un appartement que je finance encore, même indirectement. David rougit. Écoute, je comprends que tu sois blessé. Victor éclata d'un rire sans joie. Tu me comprends mal, David. Très mal. Je ne suis pas blessé. Je ne fais que répondre, proportionnellement, aux actions dirigées contre moi. En détruisant l'entreprise d'Allison? En laissant ta propre fille sans abri? Ma fille a choisi son camp. Un camp qu'elle a contribué à créer. Quant à l'entreprise d'Allison, elle comptait l'abandonner de toute façon. Vos projets à Seattle l'exigeaient. David pâlit. Comment, tu? Je sais tout, Reynolds. Chaque mail. Chaque texto. Chaque murmure. Je sais pour vos recherches immobilières. Pour vos démarches dans les écoles, pour Lily. Pour les candidatures renvoyées en son nom. Je sais même que tu as commencé à estimer la valeur nette et les avoirs liquides. Ce sont des informations privées. Victor s'avança d'un pas. Comme l'était mon mariage. Il planta son regard dans celui de David. Voici ce qui va se passer maintenant. Tu cesses toute communication avec mes avocats. Tu retires ta plainte pour harcèlement. Et tu encourages Allison à accepter les conditions de règlement que mes avocats lui proposent. Sinon quoi? Victor désigna d'un geste la maison en cours de rénovation. Ceci n'est que le début. J'ai des ressources. Tu as clairement mal évalué ma patience. Et surtout, tu ne peux pas comprendre ma détermination. Le visage de David vacilla entre colère et doute. Tu ne m'intimides pas. Je ne cherche pas à t'intimider, David. Je t'éduque. Victor consulta sa montre. Maintenant, tu es en train de violer ma propriété. Les caméras de sécurité ont enregistré toute cette conversation. Je te suggère de partir avant que je n'appelle les autorités. Après le départ de David, Victor reçut un message de Noah, Lily a appelé en pleurs. David et maman se disputent à propos d'argent. Elle veut venir chez nous. Victor répondit sans attendre. Seulement si elle est prête à être complètement honnête. Ce soir-là, Lily arriva à la maison au bord du fleuve. Son air rebelle avait fondu. Papa, pas maintenant. Victor l'interrompit calmement. Il y a des conditions pour que tu restes ici. Premièrement, une honnêteté totale. Deuxièmement, reconnaître ton rôle dans ce qui s'est passé. Troisièmement, accepter que tes actes ont des conséquences. Les larmes de Lily coulèrent librement. Je voulais juste aider maman. En me trahissant? Intéressant calcul moral. Je ne savais rien pour l'argent. Je savais juste qu'elle et David s'étaient retrouvés et qu'ils étaient heureux ensemble. Victor resta impassible. Et mon bonheur à moi, il comptait pour du beurre. Lily détourna le regard. Je croyais que vous étiez déjà fini, vous parliez à peine. Donc tu t'es autoproclamé juge de notre mariage. Et bourreau de mon voyage. Je suis désolé, ok? Je suis désolé. Tout part en vrille. Maman est effondrée. David panique à cause de l'argent. Mes cours reprennent la semaine prochaine, et je n'ai même pas mes affaires. Victor hocha la tête. Les conséquences arrivent rarement au bon moment. Il lui tendit une clé. Ta chambre est à l'étage, deuxième porte à droite. On parlera des termes demain. Alors que Lily montait lentement les escaliers, Noah s'approcha de Victor. Tu vas vraiment lui pardonner? Victor regarda sa fille s'éloigner. Le pardon exige le repentir, Noah. Et ce que je vois, ce n'est pas du repentir pour ses actes, mais du regret pour leurs conséquences. Il y a une différence fondamentale. Le lendemain, Victor se présenta à l'audience d'urgence. Allison,
assise à côté de son avocat, avait perdu de sa prestance habituelle. Elle semblait agitée, dépassée. Le juge confirma le gel des avoirs en attendant une enquête financière approfondie, évoquant des preuves substantielles d'irrégularité. Allison craqua. Il détruit tout ce que j'ai construit. Mon entreprise. Ma maison. Mademoiselle Caldwell, l'interrompit sèchement le juge, utilisant son nom de jeune fille comme stipulé dans les documents juridiques. Les éléments présentés indiquent que vous envisagiez vous-même de détruire les biens matrimoniaux. Votre objection est notée, mais rejetée. À la sortie de la salle, Allison accosta Victor. Tu as retourné mes propres enfants contre moi. Je n'ai rien fait de tel. Noah a fait son choix sur la base de la vérité. Et Lily, elle subit simplement les conséquences naturelles d'une trahison. Ce n'est pas à propos du voyage. Ni de David. C'est une question de contrôle. Tu ne supportes pas que j'ai trouvé le bonheur en dehors de tes plans parfaits. Victor la fixa, glacial. Si c'était vraiment ça, je t'aurais confronté il y a des mois, quand l'affaire a commencé. Mais j'ai attendu. J'ai observé. Et ce que j'ai vu? Et la trahison. J'avais besoin de sécurité. Toi, tu travaillais sans cesse, obsédé par ta précieuse carrière, pendant que moi, j'élevais nos enfants. Ces enfants que tu étais prêt à déraciner et à emmener à l'autre bout du pays sans même me consulter. La maison que tu prévois de vendre, sans m'en parler. Cette sécurité, Victor. La voix d'Allison s'était adoucie. Que veux-tu de moi, Victor? Rien. Plus rien. Il se retourna pour partir. L'avocat intervint. Vous proposez un accord amiable? Victor s'arrêta. Oui. Généreux, même. Vu les circonstances. Quelles circonstances? La fraude financière de niveau criminel que je pourrais poursuivre, mais que je ne ferai pas, à condition que tu coopères. Alors que Victor s'éloignait, il entendit Allison crier derrière lui. Tu le regretteras, Victor. Personne ne croira que tu es la victime ici. Il ne prit même pas la peine de se retourner. L'architecte avait son plan, et la construction suivait les spécifications à la lettre. Chapitre 5, au-delà des façades. Une semaine après le début de leur nouvelle configuration familiale, une certaine dynamique s'était installée dans la maison de Riverside. Noah gardait ses distances avec Lily, dont les remords variaient selon ses derniers échanges avec Allison. Victor, lui, travaillait à distance, supervisant à la fois ses projets professionnels et le démantèlement systématique de son ancienne vie. La rénovation de la maison familiale était devenue une attraction locale. Les voisins observaient, curieux, tandis que 20 ans de décoration minutieuse étaient démantelés et remplacés. Victor était intraitable, tout ce qu'Allison avait choisi était retiré. Du carrelage espagnol dans l'entrée jusqu'à l'espace de lecture sur mesure dans la chambre principale. Franklin Webb arriva un après-midi avec les documents de divorce. L'avocate d'Allison demande une médiation. Victor examina les papiers. Pas de médiation. Ces conditions ne sont pas négociables. Victor, le juge pourrait voir ça comme inutilement punitif. Le juge a vu les relevés financiers. Il a lu les messages où elle planifiait ma ruine financière. Ces conditions sont, en réalité, plutôt généreuses. Franklin soupira. Une division 50-50e est la norme. Tu offres 30%. En tenant compte des fonds qu'elle a détournés, c'est du 50-50e. Je ne fais que récupérer ce qu'on m'a volé. Et l'équipement professionnel? Son avenir dépend de cela. Son avenir professionnel a pris fin le jour où elle a utilisé des fonds de l'entreprise pour financer son adultère. L'accord prévoit même une aide raisonnable pour acheter du nouveau matériel. Et la maison? Elle reste à moi, comme ça a toujours été. Elle recevra la valeur marchande de sa part, moins les coûts de rénovation, rendus nécessaires par son abandon. Franklin rassembla les documents. Je transmettrai ta position. Après son départ, Victor trouva Lily dans la cuisine, prétendant ne pas avoir entendu. Tu ne veux vraiment pas négocier avec maman? Ta mère a eu presque 2 ans pour négocier honnêtement. Elle a choisi la tromperie. Les gens font des erreurs,
papa. Une erreur est accidentelle, Lily. Les actes de ta mère étaient délibérés et prolongés. Victor se servit un café. Et tes préparations pour les cours? Bien. David m'a rapporté quelques affaires hier. La tasse s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. David était ici? Lily hocha la tête. Juste une minute. Maman ne sait pas. Il a dit qu'il voulait t'aider à réparer les choses. Victor réfléchit. Intéressant timing, cette soudaine volonté de réparer. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Que la réputation professionnelle de David Reynolds est en chute libre. 3 contrats majeurs annulés cette semaine. Simple coïncidence? Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Tu sabotes son travail? Pas du tout. J'ai simplement partagé des faits vérifiables sur son éthique et sa fiabilité avec des parties concernées. Papa. C'est de la justice. Ou du karma. Peu importe. Les actes ont des conséquences. Ce soir-là, Victor reçut un appel d'un numéro inconnu. Monsieur Reeves. Ici Isabella Martinez de l'Académie Westfield. Victor reconnut le nom de l'université privée de Lily. Oui, Madame Martinez. Je vous appelle concernant le paiement des frais de scolarité de Lily pour le semestre d'automne. Nous avons reçu un avis de révocation de chèque. C'est exact. J'ai transféré Lily à l'université d'État. Je vois. Nous n'avons pas reçu d'avis officiel de retrait. Vous l'aurez d'ici demain. Merci de votre appel. Quand Victor informa Lily du changement, sa réaction fut, sans surprise, explosive. Tu n'as pas le droit. Westfield était notre accord. Cet accord datait d'avant ta participation à ma trahison. L'université d'État a un excellent programme de photographie. Ta bourse y est valide. Mes amis sont à Westfield. Mon logement? Considère ça comme une partie du coût de ton éducation. Pas la partie universitaire. L'autre? Noah, qui écoutait en silence, intervint enfin. Papa, c'est peut-être un peu trop. Victor se tourna vers son fils. Vraiment? Ta sœur a conspiré pour m'exclure d'un voyage que j'ai financé. M'a menti régulièrement. Et a aidé ta mère à entretenir sa liaison. Les actes ont des conséquences, Noah. Ce n'est qu'une des siennes. Cette nuit-là, Victor reçut un message de David Reynolds. Nous devons parler. Juste toi et moi. Contre son bon sens, Victor accepta de le rencontrer dans un café du centre-ville. David était déjà là, l'air défait. Merci d'être venu, commença David. Sois bref. Je voulais m'excuser. Ce qui s'est passé avec le voyage, ce n'était pas censé se passer comme ça. Victor ne réagit pas. Éclaire-moi, alors. Quelle est la bonne façon d'exclure un mari des vacances de sa propre famille? David déglutit. C'était mal. Je le savais. Mais j'ai participé. Je suis ici parce que, ça va trop loin. Tu as fait passer ton message. Allison est dévastée. Son entreprise s'effondre. Les études de Lily sont compromises. Mes contrats aussi. Victor répliqua. Intéressant comme les actes ont des répercussions, n'est-ce pas? David se pencha. J'ai compris. Tu es furieux. Moi aussi je le serai. Mais cette stratégie de terre brûlée, personne n'en sortira gagnant. Tu te trompes. Je gagne. Et largement. Mais à quel prix? Ta famille est détruite. Ma famille a été détruite le jour où toi et Allison avez commencé à comploter. Ne confonds pas ma riposte avec la cause. David passa une main dans ses cheveux. Qu'est-ce qu'il te faut pour que ça cesse? Victor le considéra longuement. Ce photographe de renom était réduit à implorer dans un café. La vérité. Complète. Depuis quand? Qui savait? Qu'est-ce qui était prévu? David hésita puis acquiesça. Allison m'a contacté quand je suis revenu en ville, l'année dernière. D'abord, c'était purement professionnel. J'avais besoin d'un studio,
elle avait des contacts. Et ça a dérapé vers Noël. Elle disait que votre mariage était fini depuis des années. Des vies séparées, plus d'intimité. Victor resta impassible, même si les mots le blessaient. Continue. En février, on se voyait régulièrement. Le voyage au Japon, c'était son idée. Elle disait que tu l'avais suggéré sans conviction, que tu préférais travailler. Et l'argent? David baissa les yeux. Elle disait qu'elle sécurisait son avenir. Que tu contrôlais tout depuis trop longtemps. Elle voulait son indépendance. Tu y as cru? Je voulais y croire. Mais après avoir vu ta réaction, j'ai compris que moi aussi, j'avais été manipulé. Victor s'appuya contre le dossier de la chaise. Qui d'autre était au courant? Son amie Nathalie. Lily a découvert la vérité par accident, en mars. Elle nous a surpris au studio. Allison l'a convaincu que c'était mieux pour tout le monde que vous soyez séparés. Et mon remplaçant sur le voyage? David grimaça. Idée de dernière minute. Allison pensait que tu serais soulagé de ne pas venir. Lily a proposé le message pour une rupture propre. Victor encaissa l'information en silence. Et pour l'avenir? Seattle. Nouveau départ pour tous. Allison disait que tu t'en sortirais, marié à ton travail, de toute façon. David le fixa. Je n'en suis pas fier. Mais les détruire ne changera rien. Victor se leva. Merci pour ton honnêteté. Mais cela ne change rien. Pourquoi? Parce que tu as participé, en pleine conscience, à la trahison systématique d'un homme que tu ne connaissais même pas. Sur la base d'un récit offert par une femme qui avait tout intérêt à le détruire. Tu as fréquenté une femme mariée. Accepté de l'argent volé. Et tu étais prêt à bénéficier de la destruction de ma famille. Tes regrets, motivés clairement par ton propre salut, ne valent rien pour moi. Alors que Victor s'éloignait, David l'appela une dernière fois. Elle ne t'a pas tout dit sur le Japon. Victor s'arrêta. Que veux-tu dire? Ce n'était pas juste des vacances. Elle avait rendez-vous avec des galeries. Elle planifiait de relocaliser sa carrière. Définitivement. Avec cette révélation finale, le tableau s'acheva dans l'esprit de Victor. Il ne s'agissait pas seulement d'une liaison. Ni même d'une fraude financière. Mais d'une extraction complète. Et alors qu'elle utilisait son argent pour financer sa fuite, ce soir-là, Victor passa 2 appels. Le premier fut pour Franklin Webb, à qui il ordonna de réviser l'accord de divorce en réduisant l'offre de 20%. Le second fut destiné à un agent immobilier. Il mit en vente la maison familiale, dans son état actuel, malgré les travaux de rénovation en cours. Lorsque Noah l'interrogea sur cette escalade, Victor répondit simplement. Il ne s'agit plus d'équité. Il s'agit de transmettre un message clair, la trahison a un coût insoutenable. Lily, ayant surpris la conversation, affronta son père. Tu prends du plaisir à ça. Leur souffrance te rend heureux. Victor la regarda calmement. Je ne tire aucun plaisir de ce qui est nécessaire, Lily. Mais je ne m'excuserai pas de faire appliquer des conséquences. Nous sommes encore ta famille. La famille implique loyauté, honnêteté, soutien mutuel. Tu n'as montré aucun de ces éléments. Les gens font des erreurs. Oui, et les sages apprennent des conséquences des erreurs des autres. Il retourna à son ordinateur portable. Tes frais de scolarité à l'université d'État sont réglés, ton logement est assuré. Le reste dépend de toi. Alors que Lily quittait la pièce en furie, Noah resta un instant de plus. Papa. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Victor prit sa question au sérieux. Non, Noah. On n'y revient pas. On avance. Ce soir-là, Allison appela. Sa voix tremblait, sur le fil du désespoir. Tu as mis notre maison en vente, alors qu'elle est éventrée? Ma maison? Oui. Et je suis censé recommencer à zéro, avec rien? Comme on m'attendait à le faire, après que toi et David ayez mis en œuvre votre plan. La différence, c'est que tu recevras 30% de nos actifs.
J'aurais dû repartir avec bien moins. Victor, s'il te plaît, on peut encore arranger ça. Nous sommes justement en train de l'arranger. Par des voies légales. Comme des gens civilisés. Mais ce n'est pas civilisé. C'est cruel. Peut-être. Mais c'est proportionné. Dors bien, Allison. Lorsqu'il raccrocha, Victor sentit qu'un changement s'opérait en lui. La colère froide qu'il avait alimentée ces dernières semaines cristallisait en quelque chose de plus durable. Une redéfinition profonde de sa compréhension de la confiance, de la famille, de la justice. L'architecte devenait autre chose. Entièrement. Chapitre 6 Défaillance structurelle. 3 semaines après l'échec du voyage au Japon, Victor poursuivait méthodiquement le démantèlement de son ancienne vie. La maison familiale, toujours en pleine rénovation, recevait déjà plusieurs offres, malgré son état. L'atelier d'Allison avait été entièrement vidé, son contenu catalogué et conservé comme preuve de détournement d'actifs conjugaux. La réputation professionnelle de David Reynolds, quant à elle, s'était effondrée. Il en était réduit à prendre des photos d'identité dans une boutique de centre commercial. Franklin Webb arriva à la maison Riverside avec une nouvelle inattendue. Allison a déposé une contre-plainte. Elle affirme avoir été victime d'abus émotionnels et de coercition financière durant tout le mariage. Victor accepta les documents sans réagir. Une stratégie intéressante. Désespérée, mais potentiellement nuisible. Elle a fourni un affidavit de son thérapeute, évoquant un contrôle psychologique sur le long terme. Quand a-t-elle commencé à voir ce thérapeute? Franklin consulta ses notes. Il y a environ 14 mois. Juste au moment où elle a commencé à détourner des fonds. Elle établissait les bases de sa narration. Victor parcourut les papiers. Elle demande une évaluation psychologique pour nous deux. C'est courant dans les divorces conflictuels avec accusation d'abus. Je n'ai aucune objection. Planifie-le immédiatement. Franklin sembla surpris. La plupart de mes clients refusent ce genre d'évaluation. Je n'ai rien à cacher, Franklin. Mes actions ont été réactives, pas agressives. Après le départ de Franklin, Victor trouva Noah dans la cuisine. Il avait visiblement tout entendu. Maman dit que tu l'as abusé? Elle construit un contre-récit. C'est une tactique standard quand les preuves ne sont pas en sa faveur. Mais ce n'est pas vrai. La vérité est étonnamment malléable dans les procédures judiciaires, Noah. La perception pèse souvent plus lourd que les faits. Plus tard dans la journée, une visite inattendue. Natalie Winters, la plus proche amie d'Allison, attendait nerveusement sur le perron. Victor. 5 minutes, s'il te plaît. Il la laissa entrer, gardant une distance mesurée. Que puis-je faire pour toi, Nathalie? Il faut que ça s'arrête. Allison s'effondre. David est parti. Lily est dévastée par ce qui se passe à l'école. Ça suffit. Victor lui proposa de l'eau. Elle refusa. Je comprends ton inquiétude. Mais la situation a des paramètres de résolution clairs. Allison n'a qu'à accepter les termes du règlement. Ces termes sont punitifs. Et tu le sais. Ils sont proportionnels à ses actions. Si elle avait discuté du divorce honnêtement, nous aurions divisé les biens équitablement. Au lieu de cela, elle a choisi le vol systématique et la tromperie. L'expression de Nathalie passa de la supplication à l'accusation. Donc c'est une punition. Non. C'est une conséquence. Il y a une différence. Elle a fait une erreur. Une erreur est momentanée, Nathalie. Allison a mené une trahison calculée, soutenue, pendant près de 2 ans. Il se pencha en avant. Dis-moi, en tant que sa confidente, qu'en as-tu su pour sa relation avec David? Nathalie hésita. Ce n'est pas pertinent. Au contraire. Ça établit la préméditation. Tu le savais l'année dernière, n'est-ce pas? Avant Noël. Son silence confirma son intuition. Et tu étais au courant du détournement financier? Des plans pour Seattle? Elle était malheureuse, Victor. Tu étais distant, obsédé par ton travail. Intéressant.
Son récit oublie l'objectif de ces heures supplémentaires, constituer les fonds universitaires, sécuriser notre retraite, planifier ce fameux voyage au Japon, qui est devenu le prétexte à mon exclusion. Nathalie baissa les yeux. Elle ne le voyait pas comme ça. Évidemment. Elle ne voyait qu'une opportunité d'extraction et de remplacement. Victor se leva. Tes 5 minutes sont écoulées. Dis à Allison que mes conditions restent inchangées. Si elle poursuit avec de fausses accusations d'abus, je serai contraint d'intensifier la riposte. Intensifier comment? Tu lui as déjà tout pris. Victor resta impassible. Pas tout, Nathalie. Pas encore. Quando Brandon lego a casa, encontrò la malta de Marissa junto a la puerta. El ambiente la casa estaba denso, cargado de una tensión que casi podía palparse. Marissa lo esperaba en la sala, con los brazos cruzados, los ojos fríos y una explosión que decía más que 1000 palabras. ¿Qué esto? Preguntó él, señalando la malta. Me voix respondió ella con voz firme. Y no quiero hablar. Solo escucha. Brandon intentó acercarse, pero Marissa dio un paso atrás. ¿Sabe que me hizo abrir los ojos? Continuó ella, clavando la mirada. Que cada vez que te necesitaba, estaba ocupado. Ocupado trabajando. Ocupado resolviendo los problemas de otro. Ocupado siendo el hombre perfecto para todo, menos para mí. Et elle quiso responder, pero ella levantó la mano, silenciándolo. Yo también me cree la historia. Me convencí de que esto era amor. Que los sacrificios eran parte del trato. Pero, ¿sabe que descubrí? Que estaba sola. Sola en esta casa. Sola en esta vida que construimos. Mientras tu te lucía como el esposo ejemplar, yo me marchitaba en silencio. Brandon franció el seno, dolido, incrédulo. Marissa, yo siempre trabajado por nosotros. Todo esto lo hice por ti. Ella rió, una risa amarga y quebrada. Por mí? ¿De verdad lo cree? No me veía, Brandon. No me escuchaba. Cada vez que intenté hablar, minimizaste mi emoción. Cada vez que l'oré, te fuiste a dormir. Y cuando te rogué que me mirara, miraste tu teléfono. Las palabras cayeron como punal. Et elle bajó la mirada, sin saber qué decir. Así que me voix repició ella, con la voz quebrando por primera vez. Porque ya no quiero rogar por amor. Porque merezco que me escuchan. Porque prefiero enfrentar la incertidumbre de estar sola, que seguir muriendo de a poco a tu lado. Brandon alzó la mirada, con los ojos vidriosos. Marissa, por favor. Pero ella ya había dado media vuelta. Levantó la malta, abrió la puerta, y sin mirar atrás, se fut. La puerta se cerró con un clic seco. Y en ese silencio absoluto, Brandon se dio cuenta de que esta vez, si la había perdido. Et a participé à la dissimulation. J'appelle pour conclure un accord. Je ne fais pas d'accord, Reynolds. Je recherche une résolution. J'ai des informations que vous voulez, concernant les plans à long terme d'Allison, des choses que vous n'avez pas encore découvertes. Victor a considéré cela. Que proposez-vous? Je fournis une divulgation complète en échange que vous me retiriez de toute revendication financière liée au fonds offshore. Vous proposez de trahir Allison pour vous sauver. J'offre la vérité. N'est-ce pas ce que vous avez toujours voulu? Astérisque astérisque. Après avoir mis fin à l'appel, Victor contacta Franklin pour organiser une déposition de David Reynolds le lendemain matin, avant l'audience d'urgence. Puis il envoya un texto à Allison. Reynolds a proposé une divulgation complète en échange d'une immunité contre les revendications financières. Développement intéressant. Sa réponse fut immédiate. Il ment. Ne croyez rien de ce qu'il dit. Victor ne répondit pas. L'architecte reconnaissait une défaillance structurelle quand il en voyait une. Le lendemain matin, Victor observa la déposition de David depuis une salle adjacente.
Le photographe paraissait nerveux mais déterminé tandis qu'il décrivait l'évolution de sa relation avec Allison. Elle est venue me voir en janvier dernier, quand je suis revenu de Seattle. Elle disait que son mariage était effectivement terminé, qu'elle attendait juste le bon moment pour le formaliser. Quand les discussions financières ont-elles commencé ? Demanda Franklin. Presque immédiatement, répondit David. Victor contrôlait tout ce dont elle avait besoin pour assurer son avenir avant de partir. Avez-vous remis en question l'éthique de ces transferts financiers, David ? Il hésita. Je l'ai rationalisé comme si elle réclamait ce qu'elle méritait. Elle disait que Victor avait systématiquement sous-évalué ses contributions à leur succès. Quand le compte offshore est-il entré en jeu ? En mars dernier. Elle l'a créé via un de ses contacts, un conseiller financier spécialisé dans les divorces de haut patrimoine. Et votre implication dans ce compte, au début ? Aucune. Je suis devenu signataire en février de cette année, quand nous avons commencé la planification concrète après le divorce. Planification ? De quoi exactement ? David regarda par la fenêtre d'observation, sachant que Victor se trouvait juste derrière. Relocalisation à Seattle. Établissement d'une entreprise là-bas. Il fit une pause. Continuez, Monsieur Reynolds. Acquisition immobilière. Allison avait identifié une maison au bord de l'eau. La compte était prévue pour juillet, en utilisant les fonds du compte offshore, oui, plus les revenus anticipés de la vente de leur maison de Philadelphie. Victor était-il au courant de ces plans ? Non. Le calendrier prévoyait que je déménage d'abord pour établir notre base. Allison déposerait la demande de divorce après avoir sécurisé le maximum d'actifs, puis me rejoindrait avec Lily. Noah devait rester avec Victor pour l'université et le voyage au Japon. Comment cela s'intégrait-il ? David baissa les yeux. Double objectif. Allison devait rencontrer des contacts de galeries japonaises tout en établissant nos schémas d'absence pour justifier le dépôt du divorce. Ma participation a été une dernière minute, la couverture pour la célébration de l'anniversaire d'Allison. À qui est venue l'idée d'exclure Victor ? Victor lut un texto. Lily a suggéré que ce soit une rupture nette plutôt qu'une confrontation. Franklin hocha la tête. Et votre relation actuelle avec Allison, compliquée par l'exposition du compte offshore, a créé des tensions. Après la déposition, Franklin rejoignit Victor dans la salle d'observation. Un témoignage convaincant corrobore notre chronologie financière et établit une préméditation claire. Sa motivation est transparente, l'autoprotection aux dépens d'Allison. Vrai, mais les détails factuels s'alignent avec les preuves déjà recueillies. Le juge trouvera cela crédible. Lors de l'audience d'urgence cet après-midi-là, Allison apparut avec un nouvel avocat spécialisé dans les divorces à haute visibilité, réputé pour ses tactiques agressives. Son attitude oscillait entre indignation justifiée et anxiété visible, alors que le juge passait en revue les preuves du compte offshore. Quand la déposition de David fut présentée comme preuve, la composition d'Allison se fissura. Il ment. C'est de la coercition. Le juge resta impassible. Mademoiselle Caldwell, les documents financiers corroborent le témoignage de Monsieur Reynolds. La Cour trouve une preuve claire de dissimulation frauduleuse d'actifs conjugaux. La décision fut sans appel, gel immédiat du compte offshore, sanctions financières contre Allison, et transmission au fisc pour possibles infractions fiscales. Le plus significatif, les conditions du précédent règlement furent annulées à la lumière de cette fraude. À l'extérieur du tribunal, Allison confronta Victor, la voix basse et intense. « Tu as retourné David contre moi. » David s'est retourné lui-même. L'autoprotection est un moteur puissant. Ce n'est pas de la justice, Victor, c'est de la destruction. La distinction importe moins que tu ne l'imagines. Ce soir-là, Victor reçut une notification, Allison avait été suspendue de son association professionnelle en attendant une enquête éthique, une réponse standard aux allégations d'irrégularité financière. Simultanément, ses derniers clients en photographie commencèrent à annuler leurs contrats, leur confiance ébranlée par la procédure judiciaire publique. Noah trouva Victor dans son bureau, examinant des documents. « Papa, est-il vrai que maman pourrait faire face à des poursuites pénales ? » Possible, mais pas certain.
Les autorités fiscales prennent les comptes offshore très au sérieux. Et David? Il s'est simplement retiré. Son témoignage a accéléré la résolution, un compromis pratique. Noah observa son père. Tu n'as pas l'air heureux, même avec une victoire totale. Victor considéra cette remarque. La résolution n'est pas une question de bonheur, Noah. C'est une question de restauration de l'équilibre. Et pour maman, maintenant? Elle recommence, avec la clarté sur les conséquences. Plus tard cette nuit-là, Victor reçut un texto de Lily. Maman est complètement brisée. C'était toujours ton plan. Sa réponse fut mesurée. Mon plan était une réponse proportionnelle à une trahison systématique. La gravité des conséquences reflète la profondeur de la tromperie. Le lendemain matin, Franklin arriva avec les documents finaux de règlement reflétant la décision révisée du tribunal. Allison reçoit 15% des biens conjugaux, déduction faite des frais juridiques et des sanctions. Le compte offshore reste gelé en attendant l'enquête du fisc. Victor examina les papiers et les conséquences professionnelles. Son activité est pratiquement terminée à Philadelphie. La suspension de l'association professionnelle la rend non assurable pour des travaux commerciaux. Reynolds est retourné à Seattle hier. Aucune pénalité financière directe, mais sa réputation professionnelle est sévèrement compromise. 3 grandes agences l'ont retiré de leur liste de photographes approuvés. Victor signa les documents sans commentaire. Le plan de l'architecte s'était réalisé exactement comme prévu, trahison systématique rencontrant une conséquence systématique. Cet après-midi-là, Victor reçut une visite inattendue. Allison se tenait sur le pas de sa porte. Son apparence contrastait nettement avec la femme confiante de quelques semaines auparavant. Sa posture exprimait la défaite, ses yeux creusés par l'épuisement. « Puis-je entrer ?» Victor hésita, puis s'écarta. Dans le salon, Allison resta debout, refusant son offre de siège. « J'ai besoin de comprendre, » commença-t-elle. C'était toujours le plan, depuis le moment où tu as reçu le texto de Lily. Il n'y avait pas de plan prédéterminé, seulement une réponse méthodique appropriée à la découverte. Mais la précision de cette réponse, le démantèlement calculé de tout ce que j'ai construit, reflète le démantèlement calculé de tout ce que nous avons bâti. Allison secoua la tête. Pas pareil. J'étais malheureuse, je cherchais à m'échapper. Toi, tu étais vindicatif, cherchant la destruction. Une distinction intéressante, sans différence. Tous deux ont procédé méthodiquement, tous deux ont agi sans considération pour la cible. Je n'ai jamais eu l'intention de te détruire complètement, seulement d'extraire la valeur maximale en laissant une viabilité minimale. Une approche parasitaire plutôt que prédatrice. Allison sursauta. Le témoignage de David a confirmé ce que les documents établissaient déjà, tes plans étaient complets et à long terme. Et maintenant que tout est en ruine, cela te satisfait-il? Victor l'étudia. Cette femme avec qui il avait partagé 21 ans, désormais une étrangère. La satisfaction n'est pas l'objectif. La compréhension, c'est comprendre quoi? Que tu es capable d'une destruction méthodique, que la trahison déclenche l'annihilation, que les actions ont des conséquences proportionnelles, que la trahison porte un coût insoutenable. Allison se dirigea vers la porte. Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais plus, Victor. Comme toi aussi, Allison. La différence, c'est que je le vois clairement. Après son départ, Victor trouva Noah dans le couloir, qui avait entendu leur conversation. Astérisque, c'est vraiment fini, maintenant, demanda Noah. Victor acquiesça. Les procédures légales sont terminées, la résolution personnelle établie, et nous, notre famille, redéfinie par le choix et la conséquence. Cette nuit-là, Victor s'assit seul dans son bureau, examinant les documents des 7 dernières semaines, depuis le texto désinvolte de Lily jusqu'au jugement final. La précision de l'architecte avait exécuté un plan parfait de réponse proportionnelle, une structure de conséquences bâtie sur la fondation de la trahison. Dans le silence de sa victoire méthodique, Victor reconnut que certaines structures, une fois démolies, ne pouvaient jamais être reconstruites, et que certaines leçons, une fois apprises, transformaient à jamais l'étudiant.
Le principe architectural se vérifiait dans les relations humaines comme dans les bâtiments, l'intégrité était non négociable, et les points faibles, une fois identifiés, ne pouvaient plus jamais être ignorés. Chapitre 9 Nouvelle fondation. 3 mois après le voyage raté au Japon, Victor était assis dans son nouveau bureau, dominant la ligne d'horizon de Philadelphie. La promotion en tant qu'associé gérant avait été officialisée la semaine précédente, apportant de nouvelles responsabilités et une augmentation significative de salaire. Sa gestion systématique de la crise personnelle, tout en maintenant l'excellence professionnelle, avait impressionné la direction du cabinet, démontrant le contrôle émotionnel précis valorisé dans le développement international. La Riverside House était devenue sa résidence permanente, ses dimensions modestes mieux adaptées à sa vie reconfigurée. La maison familiale avait été vendue à un prix 12% supérieur à la valeur du marché, les recettes réparties conformément au règlement final. Allison s'était installée à Portland, non à Seattle, une distance délibérée de David Reynolds, où elle avait trouvé un emploi dans un studio de photographie, ses qualifications professionnelles en cours de révision. Franklin Webb arriva pour leur dernière consultation, portant les documents de clôture des procédures de divorce. Toutes les questions financières sont réglées, rapporta Franklin. Le compte offshore a été liquidé et distribué conformément à l'ordonnance du tribunal. L'enquête de l'IRS continue, mais des poursuites pénales semblent improbables. Victor signa les documents méthodiquement. Concernant les enfants, Noah reste avec vous pour sa dernière année de lycée. Lily est officiellement transférée à l'université d'État, avec votre soutien financier. Reynolds retourne à Seattle pour poursuivre sa réhabilitation professionnelle. Victor referma le dossier. Franklin remit une lettre d'Allison, sa dernière communication hors cadre légal. Victor la lut attentivement. Allison admet que ses actions, comme le compte offshore et sa liaison avec David, étaient des stratégies délibérées pour tirer profit, mais reconnaît aussi que la réponse de Victor, bien que dure, était proportionnelle. Elle ne demande pas pardon, mais offre une compréhension, admettant que la trahison a un coût durable. Victor rangea la lettre, appréciant la clarté et l'intégrité de son analyse. Plus tard, Noah parla de ses projets universitaires et du retour possible de Lily, mais Victor souligna que les conséquences ne peuvent être annulées. Le pardon, dit-il, demande une résolution émotionnelle, alors que lui agit selon une logique structurelle d'intégrité et d'équilibre. Victor reçut un message de Lily exprimant son acceptation des conséquences, auquel il répondit que l'acceptation est la base de la reconstruction. Lorsqu'il visita leur ancienne maison, transformée par de nouveaux propriétaires, Victor ne ressentit pas de perte mais comprit que certaines structures compromises doivent être remplacées. Au travail, Victor apprit qu'il dirigerait un projet à Seattle, signe d'un nouveau départ professionnel lié à sa dissolution personnelle. Un message de Reynolds confirma que certaines ruptures sont définitives. À la cérémonie scolaire de Noah, Victor constata que les valeurs d'intégrité se transmettent, même si les liens personnels restent marqués par la trahison. Victor termina la procédure de divorce avec la conviction que l'intégrité, une fois brisée, ne peut être restaurée, seulement remplacée par de nouvelles fondations solides. Oh, those were just flowers. That wasn't a plant. Honestly, no, I do not remember. Is it undead? Okay, that's a good amount of food. I'm gonna go for that. I thought I absolutely destroyed it. Oh, yes, yes, the pink one. Yes, yes, yes. The ones with the bulbs. Yes, I do remember. Yeah, they looked hella dead. Are they reviving? They just do that? Ooh, sniped. Yes, Mina is a botanist through and through. You should see her room. Oh, I'm sorry. My fault, Horsey. Okay, we're ready to get in the caves. It's caving time. It's morbid time. They don't give you eat. Oh, here we go.
Then they enter dormancy. Ominous. Oh, this is like perfect iron level. Oh, there's some. Don't give it F. Chat, do you give it F? They're going Mimi's. I see. Excellent. I thought I killed them so dead. Yeah. Alright, come on. Where's the iron at? Oop. Oh, she's not a botanist by, like... That's not her trade, per se. That's just her hobby. Unfortunately, botany does not pay. Okay, so we've got... Oh, I didn't make it. Oh, I did make a pickaxe. Okay. So I've got the pickaxe, I've got the swords, so we're gonna make a bucket. So then make a shield. I did make a shield. So, okay, bucket. Water. Botany doesn't pay, crime does. Yes. Mina is, in fact, a career criminal. Okay, we're doing good. We are ready to armor up. Chat room. This is your reminder to check your CC coins. It's been about 30 minutes. What heist does she have under her belt? Mina, care to share? What's your biggest score? Damn, bro. Where's my iron at? So he's staying alive for 25 years? Whoa, what the fuck is going on? Ah! Okay. Jesus Christ.